C'est donc bien chaud, ça! Aujourd'hui, je vous parle des jeux auxquels j'ai joué au mois d'octobre. L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP en ce qui concerne le mois d'octobre 2018. Segment spécial, vidéo récurrente au début de chaque mois dans laquelle je vous fais part de mes impressions concernant les expériences de jeu que j'ai pu vivre au cours du mois d'octobre qui vient de se terminer. On gardera également quelques petites minutes vers la fin de cette vidéo pour que je puisse vous informer de ce qui vous attend sur la chaîne au cours du mois de novembre qui est à nos portes, les jeux que je prévois vous présenter. Maintenant, avant de plonger tête première dans l'action, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne pour joindre l'aventure avec nous parce que c'est grâce à vous si l'école du jeu est ce qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, ceci étant dit, et maintenant que j'ai pu me remettre de ma brûlure au 3e degré à la langue, on peut aller voir la belle pile de boîtes que j'ai placée juste ici. Premier jeu que je vous présente, c'est la suite logique d'une série que je vous ai présentée le mois dernier. Il s'agit du 3e chapitre, si on veut, d'une espèce d'aventure tortueuse. Exit, le château interdit. Alors, scénario, bon, pas vraiment un scénario, mais plutôt aventure que j'avais bien hâte d'essayer parce qu'en fait, ça c'est la deuxième vague des jeux Exit. Il y avait également l'île oubliée que nous avions à l'unanimité détesté et la station polaire que nous avions bien appréciée. Et donc, on était un peu déchirés de notre expérience jusqu'à présent avec cette deuxième vague de jeux et pratiquement tout le monde m'avait mis en garde contre le château interdit en me disant faites-toi pas d'attente, c'est possible que ce soit très difficile et que vous vous plantiez royalement. Alors, bon, je mets au courant un peu tout le monde autour de la table qu'apparemment que le scénario est très difficile et on décide de prendre la décision que si à un certain point on n'a plus de plaisir, ben on va prioriser les cartes aide en se disant que le but, ben, c'est de s'amuser, puis si on est vraiment bloqué, ben, on n'est pas en train de s'amuser. Alors, on se lance là-dedans et surprise! Finalement, ça s'est avéré pas si difficile que ça. En fait, je crois qu'on a fait l'un des, bon, peut-être pas le meilleur score, mais un des meilleurs scores dans nos expériences à Exit jusqu'à présent. On a marqué 7 étoiles. Bon, ok, 7 étoiles, c'est correct, là, mais dans un scénario expert, personnellement, là, avec les dernières expériences des Exit que j'ai pu avoir, donc les 5 autres boîtes avant celle-ci, je trouve que c'est excellent, surtout compte tenu de la difficulté. Il y a 2 épreuves ou énigmes là, qui nous ont vraiment amené à nous creuser la tête. Au final, on a seulement utilisé 2 cartes aide et je crois que les 2 cartes aide étaient pour l'énigme finale qui, bon, sans gâcher quoi que ce soit, demande un peu d'adresse et demande un peu d'imagination quand même, comme la plupart des expériences avec les jeux d'Exit. Mais bref, on a vraiment apprécié cette expérience-là. D'ailleurs, je crois que c'était mon scénario préféré avec, je dois dire, la cabine de la première série que j'ai trouvé bien intéressant. Mais vraiment, chapeau pour l'aventure dans le château interdit. J'ai bien hâte de voir ce que nous réserve la 3e vague de jeux qui devrait arriver très prochainement en français. Prochain jeu que je vous présente est un jeu que, en fait, que j'ai présenté il n'y a pas si longtemps sur la chaîne dans une expérience en solitaire. Oui, évidemment, parce que c'est un jeu qui ne se joue qu'en solitaire. Il s'agit de Négociateur prise d'otage. Alors, un jeu qui se joue strictement et uniquement à un joueur dans lequel on incarne le rôle de négociateur qui doivent essayer de raisonner, de ramener à la raison un preneur d'otages et en lui discutant au téléphone, on va en fait essayer de répondre à ses demandes, ses concessions. On va plutôt, en fait, ce que je veux dire, concéder des informations ou des choses pour calmer un peu les ardeurs de notre preneur d'otages dans le but de libérer ces otages-là et de capturer ou peut-être éliminer également la menace. Alors, j'y ai joué quelques parties. Je dois dire que c'est un jeu qui laisse une
grande, une immense place au hasard. On se le cachera pas, on va se dire les vraies affaires. Mais c'est plaisant, c'est agréable. Le jeu est pas trop long. C'est sûr que dans ma vidéo de présentation de l'expérience solo, c'est plus long. Je pense que ça dure 35 minutes. Peut-être 40, mais c'est parce que j'explique vraiment tout ce que je fais, parce qu'une expérience de jeu en moyenne, là, je dirais que ça peut tourner autour de 20 minutes. Ça joue très, très bien, très vite, c'est satisfaisant, c'est frustrant quand les dés ne sont pas de notre côté, mais il faut accepter cette part-là du hasard. Je sais qu'il existe une ou deux extensions pour le jeu en anglais. Je pense qu'elles ne sont pas encore traduites. C'est bien dommage parce que j'ai ouï dire qu'elles introduisent des nouvelles cartes, mais également des nouveaux mécanismes, un peu plus de variabilité tout simplement. Alors un bon petit jeu quand même pour une expérience en solitaire là, qui se traîne facilement, qui prend pas beaucoup de place, puis qui est assez satisfaisant. On continue avec un incontournable pour nous depuis quelques mois. On s'est relancé dans une expérience de jeu qu'on avait déjà commencé jadis. Quand je dis jadis, je veux dire il y a peut-être 2 ans et demi, peut-être 3 ans. Il s'agit de l'aventure Time Stories. Alors on voit ici, là, c'est peut-être pas très clair, mais la plupart des boîtes que j'ai, il en manque une parce que nous avons joué au mois d'octobre un scénario, en fait le scénario en ordre chronologique où nous étions rendus. Il s'agit du scénario Sous le masque. Là, je sais qu'on voit pas très bien, là, le blanc est un peu éclatant. Une chance qu'il y a la petite clé ici pour vous montrer que je tiens pas une boîte tout simplement blanche dans les mains. Donc, Sous le masque est un scénario qui vient changer un peu certaines règles auxquelles on est habitué dans Time Stories. Je dirais qu'il y en a certainement certains qui vont détester ces changements qui sont pas drastiques, mais qui viennent introduire des nouvelles possibilités. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce vent de fraîcheur. Je trouvais que Time Stories, là, rendu au 4e scénario, avait besoin d'introduire quelque chose d'un peu nouveau pour nous... Personnellement, pour compenser la déception qu'a été le scénario de la prophétie des dragons, là, que j'ai détesté au plus haut point, et je dois dire que Sous le masque a rempli son mandat parce que j'ai vraiment bien apprécié. Bon, il y a quelques petites longueurs, encore une fois, je trouvais que, entre autres, dans la prophétie du dragon, l'épreuve finale était un peu ridicule. Ici, on se rattrape avec l'épreuve finale qui est vraiment plus logique que basé sur des lancements de dés. Ça, c'est un bon plus. Il y a quelques petites informations qu'on n'est même pas certain si on a réussi à découvrir parce qu'on les a comprises ou parce qu'on les a découvertes par hasard. Mais bref, un scénario que nous avons bien apprécié. Je vous l'ai présenté tout dernièrement sur la chaîne Rise to Nobility, cette belle grosse boîte bien garnie de matériel. Je le répète à chaque fois que je parle de ce jeu, mais il y a des composantes là-dedans. C'est fou à quel point cette boîte est excessivement remplie de choses pour jouer. Rise to Nobility est un jeu de placement de dés. En fait, on va lancer des dés et selon les résultats qu'on aura obtenus, ça va en fait orienter les choix qu'on va pouvoir effectuer, les actions qu'on pourra déclencher selon les différents lieux. Il y a différentes façons de récupérer des actions en plaçant les dés dans ces endroits-là. Par contre, on ne pourra pas nécessairement utiliser les 5 dés qu'on aura lancés au début de chaque tour parce que nous avons une petite piste de réputation dont la valeur qui y est indiquée nous indique la valeur totale de dés qu'on peut placer. Au début de la partie, notre réputation est de 9, c'est-à-dire que même si je lance 5 dés de valeur 4, eh bien, je ne pourrai qu'en utiliser 2 parce que la valeur des dés que je place ne peut pas dépasser 9. Donc, au début de la partie, on est très limité. Même que là, on est comme déchiré. Est-ce qu'on veut utiliser très peu de dés, mais de haute valeur, ou on veut utiliser plein de dés, mais de faible valeur? Ça, c'est le débat
qu'on a en début de partie, et plus la partie avance, et plus on a la possibilité de modifier notre réputation et donc d'utiliser plus de dés. Ce jeu-là offre beaucoup de possibilités, vraiment. À chaque tour, il y a la possibilité de faire des points ou de progresser à quelque part. Bon, il a ses défauts, il faut l'avouer. Vous irez voir ma critique complète sur le jeu qui est disponible sur la chaîne et que je vais faire apparaître quelque part, je pense, dans ce coin-là. Si ça vous intéresse, parce que je ne veux pas vous balancer toutes les informations, mais simplement pour vous dire que j'ai bien apprécié l'expérience à 2 joueurs. C'est agréable, c'est pas trop long non plus. Je crois que je ne me risquerai jamais dans cette aventure avec plus de 3 joueurs. Un jeu que j'ai bien apprécié au mois d'octobre, c'est Coimbra. Alors, Coimbra est un... J'essaie de pas vous envoyer la lumière en reflet dans les yeux. Coimbra est un jeu, encore une fois, de placement de dés, cette fois-ci de draft, de sélection de dés, et par la suite, une fois qu'on les a sélectionnés parmi tous les joueurs qui ont accès aux mêmes dés, on va les placer dans différents endroits pour activer des actions, récupérer des cartes qui vont se placer dans notre devant notre petit plateau personnel, et il y aura toutes sortes de façons de faire des points. Alors, c'est un jeu euro. On a essayé de mettre une thématique là-dessus qui est comme pas trop claire. On ne sait pas trop ce qui se passe dans ce jeu-là, mais on fait des points. Puis on est content quand on fait des points. Fait que c'est le fun. Le jeu est très beau visuellement, ce qui vient un peu comme clasher, si on veut, excusez-moi le terme, avec le manque de thématique, mais c'est agréable à l'œil. Je dirais que j'aime bien Coimbra. Ma femme aussi l'a bien aimé dans nos expériences à 2 joueurs. C'est pas un jeu qui en met plein la vue. C'est pas le jeu qu'on se dit « Wow, ce jeu-là est un incontournable, il va demeurer dans ma collection pendant des années et c'est certain que je ne m'en déferai jamais. » Non, ce jeu-là va passer sous silence après quelques temps. Je pense qu'il ne se distingue pas assez des autres jeux du même style pour se démarquer, justement. Mais ça demeure un bon jeu tout de même. Moi, avant que je m'en débarrasse, il y a d'autres jeux dans ma bibliothèque qui vont probablement disparaître avant celui-ci parce que je le trouve bien agréable. Configuration à 2 joueurs, c'est merveilleux. Je suppose que à 4 joueurs, ça doit être encore plus, une espèce de casse-tête encore plus engageant. Bien hâte d'essayer ça en fait. Ceux qui me connaissent savent que j'ai la difficulté à faire des tops 10, des top 5, des top 6 comme Sylvain. J'ai la difficulté parce que je suis pas capable. Je suis pas capable de me décider, de me brancher à savoir quel jeu est meilleur qu'un autre, pourquoi, tout ça. Pour moi, c'est flou dans ma tête. Quand je joue, j'ai du plaisir, mais où ça se situe dans mon appréciation, c'est pas important. C'est entre autres pour ça que j'ai arrêté complètement de mettre des notes sur les jeux auxquels j'ai joué sur Board Game Geek. C'est pas important. Pour moi, là, c'est vraiment les expériences, les bons souvenirs que j'ai. Par contre, le prochain jeu que je vous présente est un jeu que, si on me demandait d'énumérer les 10 jeux, ou les 5 jeux, peut-être pas les 5, mais les 10 jeux qui ont un mécanisme que je juge très original, très, disons-le, révolutionnaire dans un sens, là, du moins à l'époque où ce jeu-là est sorti. Ce jeu-là se situerait probablement dans ce top-là ou dans cette liste-là. Mais de quoi il s'agit? On est comme tous intrigués. Ben, après que je vous l'ai montré, vous allez faire « Ah, ben oui, c'est sûr! » Il s'agit de Tzolk'in, un excellent jeu de placement d'ouvriers, mais avec une twist vraiment intéressante. Alors normalement, dans des placements d'ouvriers, on place nos ouvriers, ça c'est un peu notre planification, puis après ça, à la fin du tour, quand tout le monde a procédé, on les retire, puis on fait les actions dans l'ordre qu'on les retire, puis au tour d'après, on recommence, on planifie, on met des ouvriers, on les retire, blablabla. Ici, c'est un peu ça. Mais le principe est totalement différent. C'est que sur le plateau de jeu, on a des immenses rouages qui sont imbriqués les unes dans les autres. Et à la fin, en fait, au début de chaque tour, les joueurs ont 2 choix. Soit ils placent des ouvriers, soit ils en retirent. Et ça sera leur tour. Par contre, à la fin de chaque manche, donc à chaque fois que tout le monde a fait ses actions, on tourne la roue d'un cran. Et les ouvriers qu'on a placés sur cette roue vont progresser. Et plus on attend
avant de retirer ces ouvriers, plus l'action sera puissante ou intéressante. Et ça amène vraiment des choix déchirants et c'est rare qu'ils le sont autant que dans Tzolk'in parce que il est possible de, à son tour, placer plein d'ouvriers, mais là, ça nous coûte du maïs pour placer ça, ces ouvriers-là, là, quand même, il faut les nourrir. Et là, ben, au tour d'après, on va en retirer, parce qu'il est possible de ne pas toutes les envoyer non plus, on peut y aller progressivement. Bon, ça va être moins efficace, on va perdre des tours, mais on a moins besoin de les nourrir de cette façon-là, et à un moment donné, il va falloir les retirer. Et possiblement, on va vouloir le faire tôt parce qu'on veut obtenir des bonus le plus vite possible, mais également, on pourrait se dire, bon, ben, je vais attendre 2 ou 3 tours complets pour pouvoir les retirer un peu plus tard. Et bref, toutes sortes de possibilités, tellement un bon jeu, on peut se concentrer sur les ressources, sur les constructions, sur les crânes, avoir plusieurs ouvriers ou en avoir quelques-uns, mais les faire travailler vraiment à fond. Il y a plein de stratégies intéressantes. C'est un de mes jeux, ben, je peux pas dire un de mes jeux favoris, mais un jeu que j'aime beaucoup et que je trouve tellement original. Les auteurs de Tzolk'in que je viens de vous présenter, Luciani et Tascani, sont des auteurs qui sont en vogue ces temps-ci avec leur concept de jeu très intéressant. Et le prochain jeu que je vous présente est également le fruit de leur coopération. Il s'agit de Marco Polo, les voyages de Marco Polo. Un jeu que j'apprécie beaucoup également. En fait, ce mois-ci, je dois vous l'avouer, il y a très peu de mauvaises expériences. J'ai apprécié toutes mes expériences de jeu. Vraiment, j'ai très peu de choses négatives à dire pour ce mois-ci. Et Les Voyages de Marco Polo, c'est un jeu que j'ai joué à de nombreuses reprises et qui m'intéresse tout le temps parce qu'il y a tellement de rejouabilité, de mise en place variable dans ce jeu-là, ne serait-ce que par les cartes citées qu'on place un peu partout, par les différents contrats qu'on va peut-être pouvoir obtenir, mais surtout les pouvoirs de personnages qui sont tous tellement puissants. Souvent, dans les jeux où est-ce qu'on commence avec des pouvoirs un peu asymétriques, si on veut, ce sont des petits avantages de début de partie, alors que dans les aventures de Marco Polo, tout le monde commence avec des pouvoirs de fou, des pouvoirs que tout le monde voudrait avoir. Alors ça, c'est vraiment délicieux de commencer la partie avec quelque chose qui va, oui, diriger le reste de la partie, mais qui va également nous donner pas un avantage sur les autres, parce que tout le monde commence avec un avantage qui est radicalement différent, mais qui est très bénéfique. Bénéfique, ben oui, qui est très bénéfique pour chacun. Alors vraiment, comme d'habitude, vraiment une excellente expérience avec Marco Polo. D'ailleurs, je fais un petit retour dans le passé, j'ai oublié de le dire. Ces deux-là, on les a enlignés l'un en arrière de l'autre, ma femme et moi. Et la première expérience était avec Tzolk'in, que ma femme et moi avons terminé à égalité. Et finalement, sur le bris d'égalité, c'est ma femme qui a gagné. Alors, je me suis dit, je vais me rattraper avec Marco Polo. Et au terme du décompte final, elle m'a battu d'1 point. Petite frustration, mais très agréable tout de même. Je vous parle ensuite d'un jeu qui fait beaucoup parler ces temps-ci, qui s'en vient en version française chez Matago prochainement. Root! Jeu que je n'ai pas besoin de présenter, je crois, si vous êtes actif sur les groupes de discussion, sur les réseaux sociaux. Ben, vous connaissez déjà le principe de Root. J'en ai fait une présentation brève et un déballage sur la chaîne. Jeu asymétrique, jeu d'affrontement dans lequel chaque joueur représente l'un des 4 peuples ou des 4 factions de la forêt. Et ces races-là ou ces peuples-là vont commencer en fait avec un plateau individuel et des règles qui leur sont propres. On parlait tantôt d'asymétrie dans le jeu, dans Marco Polo. Ici, là, on est dans un tout autre univers. Là. On parle d'asymétrie complète. Chacun des peuples va avoir des règles qui lui sont propres, des caractéristiques, mais également des mécanismes de jeu qui lui sont uniques. Alors, c'est comme si on avait au total 5 jeux en un. On a le jeu de base, tout ce qui se passe sur la carte, on a des règles qui s'appliquent à tout le monde, mais également, c'est comme si on avait 4 mini-jeux qui s'ajoutent autour de ce plateau. Alors vraiment, encore une fois,
toujours des très bonnes expériences de jeu dans Root. C'était la première fois que j'ai joué à 3 joueurs. Très tendu comme partie. On s'est fait démolir par le peuple des rongeurs. En fait, c'est pas juste des rongeurs, les lapins, les souris et les renards. Woodland Alliance qui nous a coupé l'herbe sous le pied pendant toute la partie. Vraiment très agréable comme expérience. Et le dernier jeu que je vous présente aujourd'hui, je n'ai pas la boîte avec moi parce que le jeu ne m'appartenait pas. C'est une grande surprise. J'avais entendu parler de ce jeu. Il m'attirait de par son visuel, mais je me questionnais toujours à savoir, c'est-tu le jeu qui m'intéresse ou c'est plus le visuel et les belles petites composantes, la thématique? Alors, j'en ai pas fait l'acquisition lorsqu'il était sur Kickstarter. J'en ai pas fait l'acquisition non plus lorsqu'il est sorti en magasin. Je vais considérer peut-être cependant, parce que j'ai bien été surpris. Il s'agit de Outlive, un jeu de placement d'ouvriers, si on veut. On a en fait des 4, je crois, ouvriers, ou peut-être 5, je me souviens plus trop, ouvriers sur le plateau. Et ça, c'est un peu différent aussi. Normalement, nos ouvriers sont devant nous, on les prend, on les place, après ça, on les retire. Ici, c'est plus du déplacement d'ouvriers. Nos ouvriers vont rester sur le plateau et on va les déplacer d'un lieu à l'autre en respectant certaines règles pour effectuer l'emplacement sur lequel on se pose. C'est une thématique d'un univers post-apocalyptique dans lequel on devra gérer une espèce d'abri et ça fait penser à une espèce de mélange entre Fallout et un autre jeu dont le nom m'échappe complètement. Mad Max, c'est pas vraiment un jeu, là, mais un univers. Alors, une espèce de mélange entre les deux où est-ce qu'on a plusieurs choses à gérer. Non seulement la nourriture et l'eau pour nourrir nos survivants, mais entre autres aussi la construction de pièces, l'accueil de nouveaux arrivants, de nouveaux survivants dans notre abri, la chasse, l'attention que les autres joueurs peuvent nous mettre. Alors, il y a également justement des interactions qui sont assez intéressantes dans le jeu malgré tout. Alors j'ai bien été surpris par Outlive, pour lequel bon, j'étais curieux et vraiment très content d'avoir pu en faire l'essai. Donc voilà pour mes expériences du mois qui vient de se terminer. Maintenant, je prends quelques minutes pour vous parler des projets que j'ai pour le mois à venir. Bon, il y a certaines vidéos que vous allez certainement voir passer sur la chaîne parce que c'est un peu comme dans mes habitudes. Entre autres, il y aura probablement un What's in the Box un peu plus tard ce mois-ci. J'attends quelques Kickstarter prochainement. Je ne sais pas si ça va être dans la semaine à venir ou dans les 2 ou 3, peut-être même semaines à venir. J'ai également des jeux en commande, en attente pour l'instant. Alors, je ne sais pas quand tout ça va arriver, mais quand ce sera le cas, ben, je pourrais vous faire un What's in the Box, déballage de boîte. Bon, ça fait peut-être pas de sens si vous avez jamais écouté le segment What's in the Box. C'est peut-être votre chance ce mois-ci de le faire pour la première fois. Alors, il y aura certainement ça au mois de novembre. Et je veux vous parler de 3 jeux que j'aimerais vous présenter, mais vous le savez, à chaque fois que je vous en parle comme ça à la fin de mon Quoi de neuf, c'est pas un engagement, c'est juste des choses que j'aimerais faire. Alors, le premier, ben c'est un... Je vais commencer par celui-ci. C'est un jeu que j'ai reçu de Luma et que je veux essayer. Premièrement, je veux y jouer au mois de novembre. Alors, si j'en ai l'occasion, tant mieux. Je pourrai par la suite, une fois que j'en aurai fait quelques parties, vous le présenter. Il s'agit de Osiris. Alors, je vous avais déjà fait le déballage sur la chaîne, une présentation globale du jeu, mais j'aimerais bien vous présenter ce que le jeu a à offrir. C'est un jeu qui semble être assez familial, une espèce de... Bon, peut-être que la comparaison n'est pas exacte parce que j'y ai pas joué encore, j'ai pas lu toutes les règles encore, mais une espèce de l'âge de pierre plus un peu si on veut, et pas de dés. Bon, finalement peut-être que ma comparaison est boiteuse, mais j'ai bien hâte de voir ce que ça peut offrir et de vous le présenter par la suite. Alors il y aura peut-être ça vers la fin du mois si j'ai le temps d'y jouer à quelques reprises.
Il y a un jeu également que j'aime beaucoup et ça fait longtemps que je veux vous le présenter parce que la thématique est intéressante, je trouve que les mécanismes de jeu sont bien, le jeu est engageant, je l'apprécie grandement, mais en même temps c'est un peu décourageant parce que c'est un gros jeu, il y a beaucoup de composantes, mais vous allez pouvoir m'aider à trancher en me manifestant votre intérêt dans les commentaires. Il s'agit de Brewcrafters, un jeu sur la gestion d'une microbrasserie et sur la production de bière. Alors, une thématique qui est peu utilisée quand même, peu fréquente, un jeu de gestion de ressources, placement d'ouvriers aussi, construction, placement de tuiles aussi parce qu'on construit notre microbrasserie, un jeu que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais vous le présenter, l'explication des règles, ma critique aussi sur le jeu. En même temps, comme je vous disais, j'ai une petite réticence parce que c'est un gros jeu, mais qui sait si vous manifestez votre intérêt avec des pouces bleus vers le haut sur cette vidéo et des commentaires en dessous pour appuyer, pour m'encourager dans cette démarche. Peut-être que je prendrai vos avis en considération, mais c'est un des projets que j'ai pour le mois de novembre. Et finalement, le troisième projet que j'ai serait peut-être un peu trop ambitieux pour l'instant au mois de novembre, mais j'aimerais emprunter un segment que Sylvain utilise, en fait a commencé à utiliser sur la chaîne, les critiques express. Une présentation rapide et une critique rapide, là, environ, on vise le 6 minutes pour respecter là, les critères de Sylvain qui aime beaucoup le chiffre 6, là, apparemment. Là. Alors, une critique rapide du jeu, ça m'éviterait de l'expliquer dans ses moindres détails, ça sera un petit peu moins décourageant. C'est Trickerion, un de mes jeux préféré que j'aime beaucoup et j'aimerais donc vous le présenter dans une version rapide. Encore une fois, si c'est quelque chose qui vous intéresse, le segment des critiques express, les critiques rapides, faites-nous le savoir dans les commentaires de la vidéo, surtout en ce qui a trait à Trickerion, qui est un gros jeu, qui est vraiment dans tous les sens du terme. La boîte est de taille respectable, mais le jeu prend de la place. C'est un immense jeu, c'est un jeu qui est complexe, qui est long aussi, mais qui est tellement amusant, engageant, qui est tellement agréable. Alors j'aimerais vous en faire une présentation rapide sur la chaîne. Et là, le seul bémol que je vois à ça, c'est que probablement qu'au terme de ma vidéo de critique express, vous allez tellement avoir le goût d'y jouer que vous allez me demander de faire une vidéo des règles complètes. Et ça me découragerait un peu. Mais bon, pour l'instant, aujourd'hui, on s'en tient à une critique express. Alors si ça vous intéresse, eh bien, vous savez quoi faire. Et voilà, c'est tout pour ce Quoi Neuf JP pour le mois d'octobre 2018. Je sais, il y en a peut-être qui vont dire mais voyons, JP, tu nous as pas parlé trop de ta vie personnelle. Habituellement, tu prends quelques minutes pour le faire. Ben oui, mais ce mois-ci, je jugeais que j'avais pas assez de nouveau pour faire un segment dédié vraiment à ça. Alors probablement qu'au mois de novembre, je vais me rattraper en vous en parlant davantage. Maintenant, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à nous envoyer un pouce vers le haut pour manifester votre intérêt et votre appréciation de cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait et pourquoi pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour nous encourager, pour propager l'information que je vous ai dite aujourd'hui. Je veux prendre la peine de vous remercier d'être là, de nous écouter au début de chaque mois dans nos segments Quoi de Neuf. C'est toujours très apprécié, ça fait chaud au cœur et ça nous encourage à continuer. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.